Bonsoir, j'ai commencé avec vous. Si vous voulez. Comment ça va? Première question. Ça va pas bien. Le jour d'après. Le jour d'après Bruxelles. Le jour d'après l'annonce du report du Mercosur. Oui. Mercosur, faut être très honnête. Aujourd'hui, le traité, c'est un gain de temps. C'est de l'enfumage qui s'est joué hier. Malheureusement, ce traité va passer. Il va être acté. Il y a une alliance avec l'Italie qui s'est jouée. Alors, je ne sais pas pour quelle raison. On dit merci à l'Italie. Je pense qu'il faut un grand merci à Giorgia Meloni, mais les Italiens sont un peuple qui savent bien commercer et bien dealer, si je puis le dire. Et aujourd'hui, je pense que... Et nous, un peu moins bien. Je pense qu'on n'est vraiment pas capable. D'ailleurs, sur les négociations commerciales au niveau mondial, on est très mauvais. On est encore plus mauvais que l'Europe. Donc, je suis assez inquiet. Parce qu'en fait, le vrai sujet, c'est pas les traités de libre-échange. C'est comment on dit il y a des secteurs qui sont clés, l'agriculture, l'industrie, l'armement, et comment on les protège quand on va négocier. Voilà, il y a un vrai sujet. Sur l'agricole, ça fait 20 ans qu'on a dit on va déproduire, parce que c'est le Green Deal qui est mis en place au niveau européen. Mais le plus triste, c'est qu'en France, on a surtransposé, ce qui fait que notre agriculture s'est enfoncée beaucoup plus vite que les autres pays européens. Voilà. Et je suis extrêmement fatigué de la journée qu'on a passée, parce qu'en fait, pour être très honnête, en discutant avec le Premier ministre, je pense qu'il a une volonté de faire, même si, de trouver des solutions, même s'il y a une instabilité gouvernementale qui est marquée. Mais vous vous rendez compte, et moi je ne connaissais pas tout ce milieu-là, je le connaissais au niveau local, mais que les conseillers des ministres respectifs sont tous au plus mauvais les uns que les autres, et au lieu de vous apporter des solutions qui pourraient être mises en place, vous amènent des problèmes. Je veux dire, il y a un problème de logiciel en France, où pour essayer de résoudre les problèmes qu'on a de dysfonctionnement, je suis extrêmement... ça m'assit quand même. Comment s'est passée la réunion avec Sébastien Lecornu qui, je le rappelle, a réuni les principales instances syndicales de votre monde? Comment vous avez perçu cet entretien? Vous êtes déçu? Vous l'avez trouvé comment? Il gagne du temps? C'est quoi votre regard? Pour un politique, on semblerait qu'il y ait quand même une pointe d'honnêteté. Qui veut pas trop s'engager avant de pouvoir faire. Je pense qu'il est en train de regarder comment il peut faire, en particulier sur l'abattage partiel des animaux, pas total. Sur le reste de la vaccination, ça va pas avancer très vite sur le déploiement au niveau national, mais je pense qu'on a une piste d'ouverture pour regarder effectivement si on peut épargner une partie des troupeaux qui sont touchés. Mais par contre, je le dis et je le redis et je l'assume, il est lui aussi, comme Annie Genevard, extrêmement mal conseillé. Extrêmement mal conseillé. Oui. Concrètement, on va aller sur le terrain dans quelques instants, mais je le disais, il y a certains qui veulent, notamment Monsieur Rousseau, une trêve durant ces fêtes de fin d'année, ces fêtes de Noël. Quel est votre état d'esprit ce soir sur Europe 1 et sur CNews? Vous appelez à une mobilisation, à la poursuite des actions ou à effectivement la trêve des confiseurs durant cette période de fête? C'est quoi? Alors, déjà, il faut comprendre qu'au niveau de la coordination rurale, nos syndicats départementaux sont autonomes. Donc c'est eux qui gèrent. Et j'ai pas la main sur eux. Et personne du comité directeur n'a la main sur eux. C'est eux qui décident localement ce qu'ils font. Donc je n'ai pas d'appel d'ordre à passer. Je sais pas. Arnaud Rousseau qui appelle au calme. Mais en fait, quelle manifestation a eu lieu de la part de la FDSEA? Des FDSEA. Quels FDSEA ont bougé durablement depuis le début des actions qu'on a? Aucune. Donc, qu'il appelle au calme, c'est très bien, mais il appelle au calme qui? La coordination rurale et la Confédération paysanne? Il y a un sujet là-dessus. Il n'y a pas unité syndicale. Non, il n'y a pas unité syndicale sur ce sujet. Mais le problème, c'est qu'il n'y a aucune de ces troupes qui a bougé, à part ponctuellement à un endroit. Alors, effectivement, on arrive sur les fêtes de fin d'année qui sont des fêtes de famille, qui ont une symbolique. Je ne suis pas dans le souhait de vouloir les perturber pour que les familles se retrouvent et puissent passer Noël ensemble. C'est quand même quelque chose d'important. Mais je le répète, je n'ai pas la main sur les CR départementales et en aucune façon. Et votre envie à vous, parce que vous êtes le patron, le nouveau patron, je vous ai interrogé dès votre prise de fonction, vous voulez des actions plus dures. C'est quoi votre sentiment et votre envie, vous, en tant que président de votre mouvement? La tendance, ça serait quoi pour vous? Pour moi, c'est que quand on est, je réfléchis localement, mais quand on est localement et qu'on sent qu'on peut avoir des avancées pour l'intérêt agricole, je vois pas l'intérêt de lâcher. Je vois pas l'intérêt de lâcher. Et quand je vous posais la question, j'avais plus ou moins la réponse, votre réponse. On va prendre la direction du terrain. Non, mais il faut être très clair, ça va continuer. Il n'y aura pas de trêve de Noël. Olivier Benkemoun. Il y a une fatigue dans nos équipes qui sont les premières qui ont commencé à être sur le terrain. Ils sont fatigués, ils ont besoin de se reposer, de revenir aussi dans leur ferme. Le sud de la France a besoin de se reposer. Le nord va peut-être prendre un peu le relais et peut-être espacer
un petit peu les actions parce qu'ils ont besoin de rentrer chez eux, de retrouver leur base. Notre base, c'est d'être paysan, c'est pas d'être sous des ponts, c'est pas notre vie, voilà. Je vais faire tourner la parole dans quelques instants sur ce plateau, mais on va prendre la température sur le terrain. On va retrouver Charles L'Huillier, correspondant d'Europe 1. Vous êtes à Tarascon sur Ariège. Charles, je le disais, malgré les appels de syndicaux à lever les barrages, eh bien, il y a des barrages qui se poursuivent. Quel est l'état d'esprit? Racontez-nous un petit peu ce que vous vivez et puis ce que vous disent sur place les agriculteurs qui sont encore en pleine mobilisation. Oui, bonsoir Thierry. Effectivement, ils sont une centaine d'irréductibles ici, avec une vingtaine de tracteurs, et ne bougeront pas, c'est ce qu'ils disent. C'est un blocage qui, dans ce petit village, pourrait poser problème, car nous sommes au pied des Pyrénées. C'est un village qui mène à 3 stations de ski. La route principale a été obstruée avec des rondins de bois et du lisier. Mais peu importe, explique Laurence Marandola pour la Confédération paysanne, le compte n'y est pas à Paris, alors on reste là, c'est ce qu'elle dit, je vous propose de l'écouter. La revendication qu'on porte ici sur ce blocage de l'arrêt de l'abattage systématique total de nos troupeaux, la réponse aujourd'hui du gouvernement à Matignon ou en préfecture, c'est non. Du coup, c'est absolument scandaleux parce que d'ici le 5 janvier, il peut y avoir des cas dans des fermes. Du coup, on reste mobilisé, on maintient ce blocage. Et ce blocage va très vite entraîner des complications ici, car les premiers vacanciers arriveront ce soir et demain et ne pourront accéder aux stations de ski qu'en empruntant un itinéraire bis, donc une route très sinueuse et très accidentée. Mais même cet itinéraire bis pourrait être bloqué dans les heures qui viennent, ce qui pourrait être très compromettant pour les vacanciers. Merci mille fois, Charles L'Huillier, correspondant Europe 1, et vous étiez à Tarascon sur Ariège, sur un barrage. Laetitia Guinan, peut-être une petite question à Bertrand Vantaux, président de la coordination rurale. Quelles sont les premières mesures que vous souhaiteriez mises justement pour changer cette question, pas seulement en matière de dermatose, mais Mercosur, mais tout le reste, pour changer un tout petit peu la condition de ce secteur que vous avez très justement décrit comme un secteur prioritaire économique en France? C'est pas vraiment, c'est extrêmement simple. En fait, on a beaucoup d'agences et d'offices d'État. Il y en a, il me semble, 434 au niveau français. Il y en a qui sont là pour gérer les intérêts agricoles. C'est les doublons de l'État principalement. Il faut les supprimer, remettre les fonctionnaires sous leur ministère d'origine et essayer de faire des gains sur le fait qu'il y a des gains à faire en les supprimant. Et ces gains qui vont être faits sur les finances publiques, les investir chez les paysans qui vont mal et les investir chez les paysans qui veulent se développer. Et il faut surtout que les fonctionnaires ou assimilés fonctionnaires de ces structures-là ne soient plus à nous entraver, mais changent de logiciel et soient là à nous aider à monter des dossiers de financement, à nous faciliter la vie quand vous voulez faire une porcherie, une réserve d'eau, des bâtiments agricoles. C'est ça qu'on doit faire aujourd'hui. Le sujet, il est là. On a une administration qui s'est retournée contre nous, et même contre l'État, et qui entrave l'État. Je vais vous prendre un exemple très simple. Vous avez une partie d'agents du ministère de l'Agriculture et d'autres qui ont dit, nous, notre ligne politique, c'est l'écologie punitive, et la loi du plomb, on ne va pas l'appliquer. Et ouvertement. Ils n'ont eu aucune sanction. Moi, je suis fils de fonctionnaire. Il peut avoir des défauts et des qualités, c'est comme ça. Mais je suis fils de fonctionnaire. Un fonctionnaire, il est neutre et il fait fonctionner le pays. Il ne l'entrave pas. Donc il y a un vrai sujet. Pour remettre le pays sur de bonnes bases, il faut que les fonctionnaires arrêtent d'entraver, d'ailleurs même jusqu'à leur ministre, parce que quand on se rend compte, ils entravent jusqu'à leur ministre, eux restent en place, et les politiques ne peuvent pas se mettre en place. Même que vous ayez un ministre fort, il a du mal à arriver à mettre sa politique en place. Si on veut redresser la France, si on veut redresser les finances publiques, il faut que le politique ait l'autorité et soit respecté. Oui, mais... Bertrand Vantaux, j'ai une question. On m'alerte là, on me signale que potentiellement il y a une rumeur qui court comme quoi il y aurait une opération de blocage de Paris le 5 janvier 2026. Est-ce que vous affirmez, vous confirmez? Je vois votre petit sourire, je le dis pour les auditeurs d'Europe 1. Je suis assez sensible, vous savez, il y a la forme et le fond. Et les petits signes distinctifs, le petit rictus que vous avez me dit que peut-être mon information n'est pas si mauvaise que celle-là. Je ne sais pas s'il y aura blocage de Paris, mais... Vous êtes toujours engagé à dire la vérité, rien que la vérité. Pour moi, aujourd'hui, il n'y a pas d'action de blocage de Paris le 5 janvier. Voilà. Il n'en est pas question.
Mais au jour d'aujourd'hui, non, de ce que je sais, non, il n'y a pas. Non, mais je vous dirai, c'est la vérité, je vous le dirai. Après, les actions syndicales, elles peuvent pas prévenir tout le monde. On fonctionne pas comme ça. Ah, j'aurais peut-être pas dû donner cette information. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que surtout dans le syndicalisme agricole. J'aurais pas dû. Voilà. On perçoit une gêne quand même. Bon, après, non, j'ai pas de gêne sur ça, mais si vous voulez, c'est sûr que le mode opératoire risque de changer au mois de janvier. Voilà, merci pour cette réponse et votre honnêteté. François de Rugy. Je disais que les blocages de Paris, il y a déjà eu des tentatives par le passé, y compris avec la FNSEA, qui reste quand même le principal syndicat agricole français. Et en général, ça ne marche pas parce que quand même l'État ne laisse pas faire le blocage. Par ailleurs, il faut quand même bloquer énormément d'axes routiers. Et donc, en général, l'État ne laisse pas faire le fait qu'on avance jusqu'au périphérique avec des tracteurs ou avec des camions pour bloquer la capitale. De même que pour bloquer d'autres villes. Moi, je pense. J'ai des informations qui arrivent sur mon téléphone. Ça réagit très vite. Elles ne sont pas forcément fiables. Vous savez qu'un journaliste, ça croise ses sources quand même. Ça se prépare pas comme ça. C'est vraiment, il y a ça qui est en préparation. Mais là, je vois, vous voyez, au moment où je vous parle, mon téléphone, je vous dis la vérité, je le dis aux auditeurs d'Europe 1 et aux téléspectateurs, je vois les messages. Mais si on reconstitue un peu les éléments que vous nous donnez, ça va être un allègement des barrages, parce que on en a besoin, et dans le sud, une prise de relais, peut-être dans le nord, mais un allègement des choses pendant cette trêve de Noël, et ça va repartir très fort début janvier, et on sait déjà que la date prévue pour le Mercosur, c'est le 12 janvier. Donc reprise de la pression. Moi, ce qui m'intéresse, c'est votre rapport aux politiques, parce qu'ils sont absolument plus crédible, semble-t-il, sur ces questions agricoles. Et c'est terrible quand on a vu Emmanuel Macron au Salon de l'Agriculture en bras de chemise faire des promesses non tenues. Quand on a vu Gabriel Attal avec sa botte de foin faire des promesses qui sont non tenues. Aujourd'hui, on ne peut pas laisser dire ça, Olivier Benkemoun. Attendez, Annie Genevard, aujourd'hui, la loi du plomb, il y a des choses qui sont des engagements concrets qui ont été tenus dans la loi. Annie Genevard, qui a été intraitable en début de semaine. On a vu le défilé des syndicalistes sortir en pleurs et qui nous dit aujourd'hui non mais ma méthode c'est d'écouter, de négocier, de parler avant d'agir. Tout ça a décrédibilisé totalement la parole des politiques. Donc moi je comprends votre écœurement aujourd'hui. Est-ce que des choses peuvent changer? Est-ce que vous avez senti qu'ils étaient plus crédibles, ces gens-là, aujourd'hui? Si on ne change pas les gens qui les conseillent et qui sont dans l'administration, on n'y arrivera pas. Il y a une telle inertie qu'on n'y arrivera pas. Il faut absolument qu'il y ait un détricotage et qu'il y ait un changement, qu'on puisse avoir des sanctions pour dire si vous n'appliquez pas les politiques qui sont voulues et vous les mettez en action sur le terrain, on ne s'en sortira pas. On a besoin d'une planification très claire pour dire c'est quoi les enjeux hydrauliques en termes de production sur la France. Alors on aime ou pas la planification, mais les grands pays libéraux font de la planification. Il y en a toujours eu. Toujours. Et c'est un des seuls moyens de redresser l'agriculture française, qui est en train de perte de vitesse absolue comparé aux autres pays européens, malgré qu'on ait la même PAC. C'est la déclinaison franco-française qui a été appliquée et qui a été surtransposée, qui aujourd'hui nous grève et nous empêche de produire. Parce que si vous voulez gagner votre vie, il faut quand même réussir à produire. Même si la PAC est défaillante parce qu'elle n'est pas basée sur un bon système et qu'un système américain ou chinois serait bien mieux pour nous parce qu'il rémunère l'acte de production et il nous protège, voilà, très concrètement. Mais aujourd'hui, réglons d'abord le problème franco-français. Regardez l'exemple de la dermatose. C'est une catastrophe. Regardez ce qui s'est passé en Italie ou en Espagne sur la gestion. Moi, j'ai dit à la ministre et j'ai dit au Premier ministre, allez voir comment les services vétérinaires fonctionnent dans ces pays-là. Et après, vous reviendrez nous dire qu'on n'a rien compris. Benoît Perrin, je vous ai pas encore donné la parole. Non, mais c'est vrai qu'au-delà de ces difficultés presque ponctuelles avec le Mercosur, effectivement, la dermatose, ce qui est incroyable, c'est cette toile de fond qui est absolument terrible pour les agriculteurs et qui, me semble-t-il, justifie leur colère. Le premier point, c'est bien sûr les coûts de production qui s'envolent. Il faut vraiment rappeler que le matériel est de plus en plus cher. Ils sont victimes de l'augmentation du coût de l'énergie, des normes qui justifient de plus en plus d'investissements, donc des coûts qui sont de plus en plus importants et de l'autre côté, des revenus qui stagnent, voire même qui baissent. Deuxième problème, la concurrence internationale, on en a parlé, c'est-à-dire que on impose à nos agriculteurs des normes qu'on n'impose pas à ceux qui importent leurs produits agricoles en France, qui pose évidemment de grosses difficultés. Et la troisième partie, c'est évidemment des problèmes administratifs. Je veux dire, on voit beaucoup d'agriculteurs qui nous expliquent sur beaucoup de plateaux de télévision et à la radio qu'ils passent 3 jours par semaine à remplir des papiers et qu'ils ont l'impression que l'administration n'est pas à leur service. Résultat des courses, on a effectivement une profession qui est obligée de se surendetter, qui se paupérise, qui perd espoir. Et il faut le rappeler, l'agriculture française, c'était un fleuron en France. C'est-à-dire qu'avant, c'était presque un moteur de l'exportation.
avec l'aéronautique, avec le luxe, et aujourd'hui, en tout cas en 2025, on risque d'avoir une balance commerciale agricole déficitaire pour la première fois depuis 50 ans. Donc je veux dire, quand on voit l'agriculture de loin, on se dit, c'est encore effectivement une puissance, et en fait on voit bien que dans les chiffres, malheureusement, l'agriculture est en train de prendre le chemin de l'électronique, de la métallurgie. Tout un tas de secteurs qui étaient des fleurons de la puissance française et qu'on est en train d'abandonner malheureusement. Et je crois que vraiment pour le sujet de l'agriculture, qui est vraiment un sujet extrêmement important, un sujet stratégique pour la France, je pense qu'il faut vraiment faire une espèce de révolution fiscale, de révolution des normes pour vous laisser travailler, parce que la seule manière de pouvoir concurrencer nos concurrents, c'est justement d'essayer de casser toutes les barrières qui vous empêchent aujourd'hui de travailler et de trouver une administration qui soit à votre service et non pas qui vous mette du bâton dans les roues avec une idéologie certaine. Bertrand Vantaux ne va pas vous contredire, évidemment. Merci d'être venu nous voir. On se revoit bientôt, si je m'abuse. Il me semble. Il me semble. C'est terrible. Il lâchera rien, je crois. Il lâchera rien. On en reparle du 5 janvier. Oui, mais le 5 janvier, c'est le jour où on doit revoir Sébastien Lecornu pour nous dire s'il a avancé. Oui. Donc j'espère qu'il n'aura pas reculé d'ici là. Voilà. Il sera encore là. Bertrand Vantaux était notre invité, président de la coordination rurale. Merci d'être venu. Et nous, on parle des agriculteurs sur CNews. Et c'est important et sur Europe 1, et que serait la France sans nos agriculteurs. Vraiment. Et je le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a un éleveur, j'écoutais un éleveur sur une autre radio qui disait, mais que serait la France? On est le seul pays à avoir une grande diversité de vaches, d'élevage, etc. Le seul au monde. C'est important quand même, non? Il me semble. Il me semble. Surtout pour notre gastronomie, parce que voilà, c'est un ensemble qui fait je suis convaincu. On est bien d'accord. Que serait la France sans une bonne entrecôte, cassoulet, les produits, le camembert, n'est-ce pas, François de Rugy? La diversité. Le muscadet qui vous est cher. De la géographie. Le muscadet qui vous est cher. Les huîtres bretonnes, vendéennes, etc. Ben oui, c'est la diversité. Les tableaux XL. Mais oui. Et allez, mais on vous défend en tous les cas. Merci d'être venu nous voir.